D'être là, c'est un autre moment important parce qu'on reprend aujourd'hui l'étude d'un projet de loi extrêmement important. Et là, je le rappelle, c'est le moment que l'on doit saisir pour faire en sorte qu'on ait un projet de loi mordant pour lutter contre la maltraitance. On est en chemin. La présentation par la ministre Francine Charbonneau d'amendements me permet de croire qu'on commence à avancer. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver au fil d'arrivée, pour compléter le parcours. D'abord, je veux me réjouir du fait que cette volonté exprimée par l'ensemble de la population, par le biais d'une lettre citoyenne signée par Marguerite Blais, qui portait, elle, sur ses épaules le projet de loi 399, où j'ai évidemment inscrit ma signature également, une lettre citoyenne pour exprimer combien c'était important, et c'est important pour les citoyens de faire en sorte qu'on puisse aller plus loin pour lutter contre la maltraitance, et notamment cette vision de la dénonciation obligatoire. Eh bien, je me réjouis du fait que cette pression-là, parce qu'il a fallu en mettre une, ait permis à la ministre de s'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors là, elle se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement, mais il va falloir aller plus loin. Là, elle a commencé à bouger, mais il va falloir qu'on prenne la vitesse pour, encore une fois, atteindre ce que les gens souhaitent. La maltraitance, les gens n'en veulent plus. On a l'occasion de protéger les aînés du Québec. La dénonciation obligatoire est le levier majeur, le point central de ce projet de loi-là. Alors, je demande à la ministre de continuer à avancer. La ministre qui a refusé 3 amendements précédemment présentés concernant la dénonciation obligatoire. 3 amendements, coup sur coup. Il y avait une fin de non-recevoir. Durant tous les travaux du 115, il y avait une fin de non-recevoir. Il n'y en était pas question. Eh bien là, elle dit « OK ». Mais « OK », c'est pas assez. Ce que je comprends, il y aura des discussions. Sachez que ce dossier-là est important, puis je vais continuer à jaser et demander des explications. Il nous manque des explications actuellement. Ce que je comprends, c'est que la ministre entend faire en sorte que la dénonciation obligatoire le soit dans les CHSLD. Il faudra que j'ai des précisions sur les établissements. Il y a 37 000 aînés qui sont en ressources intermédiaires. 37 000. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle en octobre 2015 ce qui s'est passé dans Charlevoix? 4 accusations. 4 accusations de propriétaires de résidences privées auprès d'aînés. 11 chefs d'accusation sérieux. Ce qui avait fait intervenir le ministre Barrette également. Le ministre Barrette qui disait « S'il y a eu une époque où des gens en position d'autorité ne vivaient pas de conséquences à leur aveuglement sélectif, cette période-là est terminée. » C'est en réaction à octobre 2015, alors que dans Charlevoix, des aînés avaient été maltraités dans des résidences privées. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait des aînés vulnérables, des personnes majeures vulnérables qui n'aient pas droit à cette dénonciation obligatoire dans un système qui souhaite les protéger en fonction de leur lieu de résidence. Et là, je crains ça. CHSLD, on agit. Qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux? Qu'est-ce qu'on fait dans les résidences privées? Qu'est-ce qu'on fait dans les résidences intermédiaires? Qu'est-ce qu'on fait dans les résidences de type familial, où il y a aussi là des aînés, des personnes majeures vulnérables? Alors, il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, je parle de résidences intermédiaires, 37 000 aînés dans les résidences intermédiaires qui, à la lecture de l'amendement, échappent à cette obligation-là. Bien, bizarrement, lors de la présentation des mémoires, avant l'étude article par article, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec demandait, réclame la dénonciation obligatoire. Alors, il faut aller plus loin, c'est clair. Et là, la ministre devra répondre à des questions, qu'on soit en mesure d'établir qui sont vraiment protégés, à qui servira ce levier-là, et surtout, qu'il n'y ait pas 2 poids, 2 mesures en fonction de l'établissement où on se trouve. L'autre problème, disposition pénale.
La loi 399, le projet de loi 399 en 2013 prévoyait des dispositions pénales. C'est pas compliqué, il y a une obligation de dénoncer, puis il y a des conséquences. Si tu le fais pas, il y a des dispositions pénales. Eh bien là, il n'y en a pas. En 2013, lorsque le projet de loi avait été présenté, projet de loi libéral, l'ex-bâtonnier du Québec, Gilles Ouimet, y avait participé. L'actuel ministre de la Justice, Stéphane Vallée, était là. On a dû réfléchir à la mise en place de pareilles dispositions pénales. Ça devait être applicable. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on n'ait pas ces conséquences-là à la non-dénonciation. Alors là aussi, on reviendra. On demandera à la ministre de retrouver le texte de 2013 et d'ajouter des dispositions pénales pour ceux et celles qui décideraient de fermer les yeux. Alors, je vous le dis et je le répète, c'est un combat important, soutenu par ceux et celles qui protègent les aînés, cette volonté de faire en sorte que ceux-ci, nos aînés, les personnes majeures vulnérables, soient protégés où qu'elles se trouvent. Il faudra que la ministre me prouve que c'est impossible. Il faudra que la ministre me prouve que des dispositions pénales, ce n'est pas applicable. Parce que dans mon livre à moi et en fonction de ceux et celles qui nous parlent, c'est chose faisable. Alors, je reprends cet après-midi, évidemment, avec les collègues, l'étude de ce projet de loi. Je vous dis tout de suite, ça ne se complétera pas aujourd'hui. J'entends poser de nombreuses questions. J'entends faire en sorte que la ministre décide de continuer à avancer et se range à l'avis de tous ceux et celles qui l'ont clairement exprimé et que cette dénonciation obligatoire ne soit pas limitée qu'à un seul établissement. Et je vous dirai au surplus, histoire de vous mettre au parfum à travers les amendements que l'on reçoit, la ministre pourrait me répondre que dans un autre amendement, elle se donne la possibilité par règlement de protéger d'autres personnes. C'est le 18.2. Moi, je vous dirais que si par règlement, tu as l'intention potentiellement de faire ça, c'est que tu constates déjà qu'un jour, tu auras peut-être à agir ailleurs que dans les établissements qui sont nommés, soit les CHSLD. Alors, si tu présumes que, faisons-le maintenant. La loi est là. La loi est ouverte, on en discute. Et lorsqu'on la fermera, il ne faudra pas se dire, surtout pas, on aurait donc dû. Merci. C'est important. Monsieur Paradis, je me rappelle, moi, au mois d'octobre, la ministre qui disait qu'il y avait un réel danger de dérapage pour ce qui est là, de la dénonciation obligatoire, et puis qui donnait un exemple d'un grand-père avec son petit-fils qui lui disait bon, il y a 20 d'argent dans mon sac pour ta fête, alors tu peux aller piger dans mon sac, et qu'une employée voyait ça, qu'est-ce qu'elle allait penser? Est-ce que vous croyez qu'il y aurait des risques là, de dérapage et de dénoncer des choses que finalement ne s'avéreraient pas? Vous savez, j'ai une tendance à me fier à l'intelligence des gens. Et aussi au processus, puis au chemin qu'on doit suivre. À partir du moment où on note, où on a un motif raisonnable, puis c'est ça la loi, motif raisonnable de croire qu'il y a eu maltraitance physique ou psychologique ou financière, quelque exploitation que ce soit, le motif raisonnable justifie, quant à moi, la dénonciation, puis la machine ensuite permettra de juger de la validité de cette dénonciation-là. Beaucoup de difficultés, moi, à dire on ne fera pas quelque chose parce que ça pourrait déraper. On ne fera pas quelque chose d'aussi important parce que quelqu'un pourrait décider de dénoncer quand il ne faut pas. La protection des aînés aujourd'hui dépasse ça. J'aime mieux, très honnêtement, là, 2, 3 dossiers qui n'aboutissent pas que d'en perdre un seul, au nom des aînés. Est-ce que la dénonciation obligatoire devrait s'appliquer aux visiteurs? Dans le cas qui nous occupe et dans le cas de la loi 399, elle s'appliquait à ceux et celles qui sont des prestataires de services. Mais c'est quand même assez large. Un prestataire de service, il faut comprendre aussi. Là, on parle de prestataire de service, infirmières, infirmiers, personnel médical, préposé, et aussi des gens qui sont appelés à intervenir. On travaille beaucoup avec l'économie sociale actuellement aussi. Ces gens-là sont assujettis à... Est-ce qu'il faut entrer dans le voisinage autrement que ces gens-là qui répondent à de la prestation de service? Je
Je pense qu'il y a aussi d'autres façons de faire. Montréal le fait, les policiers le font, le Code criminel le fait. Dans le contexte qui nous occupe, je pense qu'il faut surtout s'arrêter à ceux et celles qui donnent des services, des prestataires, mais dans des établissements au sens large du terme et non pas limité simplement au centre d'hébergement de soins de longue durée. Pourquoi c'est important les sanctions pénales? Parce que sinon, il n'y a pas de conséquences. Si je vous oblige à quelque chose, dans un contexte comme celui-là, de protection, je vous dis, là, c'est tellement important que vous aurez l'obligation de dénoncer. Mais qu'au bout du compte, si vous ne le faites pas, il n'y a aucune conséquence. Où est la pression? Où se trouve la pression? L'effet dissuasif également de dispositions pénales. Si vous ne le faites pas, il y a des conséquences. Je pense que c'est une simple logique. Sinon, on dénonce, puis le jour où on se fermera les yeux, on se dira, on ne l'aura pas fait, mais tant pis. Je vais vivre avec ma morale élastique, puis je me croise les doigts. Si je comprends bien, c'est chaque établissement et chaque ordre professionnel qui va décider des conséquences à appliquer. Est-ce que, selon vous, c'est la bonne approche ou le Québec devrait imposer une conséquence? On a une loi. On a une loi. Je pense que notre devoir, c'est de faire en sorte qu'on ait des dispositions pénales telles qu'elles se retrouvaient dans le 399 en 2013. On est en 2017, ça n'a pas changé, bien au contraire. On est encore collectivement plus attentif à ces dossiers de maltraitance et on demande de l'intervention. On a une loi, je pense que c'est notre devoir de faire en sorte que dans cette loi-là, il y ait des dispositions pénales. Au-delà de ce que pourraient faire des ordres professionnels, des syndicats, qui auront la possibilité d'agir, mais qu'on ait une poignée sur les conséquences de la non-dénonciation, alors qu'on indique qu'elle doit être obligatoire. Mais justement, en laissant chaque établissement décider des conséquences, craignez-vous que ça tombe en deux chaises ou qu'on choisisse la conséquence la moins grave? C'est parce que pourquoi quelque part, on pourrait décider que la conséquence de ne pas dénoncer alors que c'est une obligation serait moindre qu'à un autre endroit? Pourquoi on aurait des conséquences différentes en fonction de l'endroit où on se trouve, de l'établissement dans lequel on est, de la région du Québec dans laquelle on se trouve? Est-ce que la maltraitance, sans notion géographique, est aussi dérangeante, importante, inacceptable partout? Alors, la conséquence de la non-dénonciation, lorsqu'elle est obligatoire, peu importe où on se trouve, doit être la même. Est-ce que vous considérez que l'amendement sur la dénonciation obligatoire, c'est une volte-face du gouvernement? Bien, je pense qu'on aura réussi à faire comprendre. On aura réussi à faire comprendre au gouvernement qu'on ne pouvait pas ne pas le faire. On devait aller là. On doit aller là. Maintenant, il faut seulement convaincre le gouvernement d'aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Vous pensez qu'elle a changé d'idée? Bien, je pense qu'à un moment donné, devant l'évidence, à un moment donné, au Québec, il faut aussi écouter les souhaits de la population. Où sommes-nous rendus? Est-ce qu'on est prêt à ça? On se les fait dire. En commission parlementaire, là, nombreuses sont les organisations qui sont venues dire on veut ça, on est rendu là. Des gens qui parlaient au nom des aînés du Québec, au nom des personnes vulnérables du Québec. Je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte aussi, quand on regarde les sondages, quand on regarde l'intolérance vis-à-vis de la maltraitance, le fait que chacun d'entre nous, lorsqu'on voit des images qui nous bouleversent, on se questionne et on se dit ça ne peut plus fonctionner. Je pense que la ministre, à un moment donné, il faut qu'elle écoute aussi sa population. Il faut qu'elle ait à cœur la protection des aînés. Puis la protection des aînés, ça passe par une loi qui a du mordant. Puis là, on commence à avoir de petites incisives, mais on n'est pas encore capable de manger un steak. Merci. Merci beaucoup.